Bonsoir à tous et à chacun. Voilà, c'est l'heure de suivre votre émission hebdomadaire Les Exceptionnels. Voilà, pour ces grands rendez-vous impérieux d'échange entre femmes, nous avons le plaisir ce soir de recevoir une femme qui se distingue, une femme qui a marqué l'histoire de la République démocratique du Congo. C'est une femme politique. Il s'agit de Madame Fabiola Faïda Mwangiloa. Madame, bonsoir. Bonsoir. Mm. Peut-être je peux corriger quelque chose. Ça fait plus de 10 ans. Maintenant, en tout cas, je peux parler de 8 ans que j'ai mis fin dans l'option politique, mais je reste une femme du terrain au service de nos communautés. L'histoire ne s'efface jamais. Ça reste gravé dans le mémoire de plus d'un Congolais. Madame Faïda Mwangiloa, c'est une éminente experte en genre, militante de longue date pour le droit de femmes et ministre honoraire de la condition féminine et famille au sein du gouvernement de transition de la République démocratique du Congo de 2003 à 2017, membre fondateur du cadre permanent des concertations de la femme congolaise. Je ne sais pas, en ce qui concerne la présentation, je vous ai convaincu ou bien il y a d'autres responsabilités qui m'ont échappé? Oui, juste un petit correctif parce qu'on a été au gouvernement dans les institutions de transition de juin 2003 en février 2007 et non 17. Et puis, j'ai y assumé les fonctions de conseillère spéciale de la directrice exécutive de l'ONU Femmes pour le Mali et aussi membre fondatrice de plusieurs organisations et mouvements féminins, dont le réseau des femmes africaines ministres et parlementaires, le cadre permanent des concertations de la femme congolaise. Et aujourd'hui, nous avons également le groupe consultatif des femmes pour la réforme du secteur de sécurité et la synergie des femmes pour la paix et la sécurité. Voilà, tout cela fait partie de notre engagement au sein des organisations féminines. Voilà un CV vraiment très, très élogieux. Voilà, Madame Faïda Mwangiloa, parce que vous êtes en face de nous, d'emblée, parlez-nous un peu de vos activités. Effectivement, depuis que on est parti des institutions de la transition en 2007, en février 2007. En tout cas, je suis rentrée dans ma passion, celle de militer pour la promotion et la défense des droits des femmes. Et depuis lors, nous sommes dans des actions de plaidoyer ensemble avec les autres femmes leaders des organisations féminines. Nous sommes dans des programmes et des transmissions des connaissances, de coaching des jeunes femmes. Nous sommes dans les recherches sur le terrain par rapport aux problèmes spécifiques que présentent les femmes au niveau du terrain. Nous faisons également les évaluations d'exécution de certains projets pilotés par les agences des systèmes des Nations Unies. Voilà, nous sommes là du matin au soir et nous réalisons que les fonctions que nous avons eues à réaliser au niveau des institutions de transition, je peux me dire qu'aujourd'hui là, nous sommes fortement occupés. Fortement occupés, bien on n'a pas les mêmes avantages qu'on avait au gouvernement, mais il y a beaucoup à faire et beaucoup d'actions, des activités sont réalisées sur terrain. Ensemble avec les leaders et même des hommes genrés. Quand je parle des hommes genrés, je parle de tous ces hommes qui, au niveau politique et social, accompagnent les programmes de participation des femmes dans les instances de prise de décision. Madame Faïda Mwangiloa, elle a gravi les échelons dans la vie publique jusqu'à occuper entre 2003 et 2007 les fonctions de ministre. Ça n'a pas été facile du tout. Comment est-ce que vous possédez, vous personnellement? Je sens que vous êtes une femme éloquente et compétente. Vous avez possédé comment pour arracher ces postes de responsabilité? Pas facile du tout pour une dame en République démocratique du Congo. Effectivement, pas du tout facile parce qu'il y avait des options à prendre. Comme jeune étudiante avec 26 ans, 27 ans, en tout cas, j'ai fini les études et j'ai commencé à me mettre ensemble avec les autres filles de mon âge et de notre génération pour dire nous devons nous impliquer. Nous avons mis en place notre première organisation qu'on a appelée
action pour la participation de la jeune femme au développement APFED. Et là, nous sommes vers les années 95 où le pays n'avait pas encore connu la guerre. Je suis venu ici à Kinshasa, venant de Goma, où je m'étais installé après mes études universitaires à Kisangani. Mais je reviens sur une chose. Le monde universitaire, moi, ça m'a formé. Au-delà de l'aspect scientifique, je m'étais intéressée en tout cas au développement humain. Et c'est comme ça qu'avec le club UNESCO, avec l'appui de l'Agence des Nations Unies pour l'éducation, nous on s'est mis à éduquer la jeunesse à travers de pièces théâtrales qu'on montait nous-mêmes. Et nous étions là. Mais aussi, on était avec des jeunes garçons pour dire nous devons nous engager dans le changement de système politique et pour entrer dans la démocratie. Donc, c'est dans cette ambiance qu'on a grandi et j'ai encore beaucoup de collègues, je ne saurais pas les citer tous ici. Il y a beaucoup vraiment qui ont évolué sur le plan politique. D'autres sont décédés, donc ne font plus partie de cette terre, mais pour lesquels nous gardons vraiment des souvenirs. Donc, nous étions là. Lorsqu'on organisait des marches, des protestations contre les régimes en place, et nous sommes à Kisangani, après l'opération Lititimboka, nous avons été du lundi à samedi en train d'organiser des marches. Faisant face à la police, nous étions arrêtés, nous avions connu de blessures, nous avions connu des accidents. Vous vous réveillez comme ça, vous organisez une marche. Les étudiants, les garçons avaient l'habitude de nous mettre devant, croyant que quand la police sera en face des jeunes filles, va être un peu complaisante, mais ça n'a pas été malheureusement le cas. Un jour, on s'est retrouvé avec un pied fracturé, sans moyen, mais on ne sait pas quel était notre secret. Vous vous réveillez le matin, vous vous mettez devant les hommes des étudiantes et vous voyez le bus passer. Est-ce que vous pouvez me déposer à la clinique? Vous n'avez aucun rond. Vous arrivez à la clinique universitaire, vous voyez le médecin directeur, vous dites non, je suis une étudiante, on m'a cassé le pied, je ne sais pas marcher, mais je viens chercher. Madame Faïda Mwangiloa, dans la lutte que vous êtes en train de mener sans vous lasser contre vents et marées, qui fut ou bien qui est votre mentor? On se le dit, quand la femme hausse les tons, quand la femme avance, excelle positivement, il y a quand même quelqu'un qui est habilité, qui est là pour les soutenir, un soutien indéfectible, une sollicitude extrême, parce que la femme, c'est un être fragile. Elle a besoin de tout ça pour exceller sans embâche. Être fragile, non. Ça, il faut mettre de côté. Pour mon cas, je n'ai jamais eu... De par sa nature. Oui, je n'ai jamais eu dans l'exercice de mes activités, de mes fonctions, quelqu'un que je peux considérer comme, voilà, le parrain qui était là pour pousser. Non. Je fais partie plutôt des gens qui poussaient les autres. Je vais citer un cas que nous avions vécu à l'université de Kisangani. Il n'y avait qu'un seul homme pour les étudiants, pour les gens qui connaissent bien Kisangani ou l'université, on appelait ça bain 1. Mais dans ce bain 1, déjà en 1988, je parle bien de 1988, il y a plus de 30 ans, bientôt 40 ans. Je vous assure, ce homme était fréquenté même par les autorités administratives. D'autres qui venaient dormir sur les lits des étudiantes. Vous êtes là, vous avez une chambre qui loge 4 personnes et vous voyez un papa venir dormir sur les lits de votre voisine. Ça nous a choqués. Et un petit noyau, nous nous sommes dit, nous devons interdire aux hommes d'entrer dans notre homme après 19 heures parce que nous sommes à l'université pour étudier. Et c'est ici qu'on forme les élites. On ne peut pas former les élites dans un tel, comment je peux appeler, un comportement inadmissible. Vous avez occupé le poste ministériel, la condition féminine et famille à l'époque, le ministère du genre aujourd'hui. Oui. Comment vous avez accueilli cette nomination? C'était une surprise pour vous? Vous entendre parler, je comprends déjà, suivre votre parcours, je comprends déjà que vous avez mérité cette responsabilité. Mais quel a été le sentiment qui vous a animé lorsque vous avez appris la nouvelle et comment vous avez géré, vous avez pu extérioriser les compétences, donner le meilleur de vous-même pour les succès de ce ministère à l'époque? Je vous assure, en 97,
en 96, lorsque la ville de Goma a été prise par la rébellion de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, moi j'avais fui. Le message est arrivé, M. Laurent Désiré Kabila lançait des messages en disant, vous les femmes, vous voulez qu'on puisse vous intégrer dans la gouvernance. Ce n'est pas parce que vous êtes dans les organisations féminines. Venez adhérer, venez trouver de l'emploi. Revenez de la brousse et venez avec nous. Moi, ce message m'a attiré. Je suis allé me présenter parce qu'à l'époque, j'étais déjà conseillère administrative du gouverneur. Et la question qu'on m'a posée par le gouverneur qu'on avait trouvé sur le lieu, c'est le fait gouverneur Kanyamouanga Gafundi. Et on est arrivé, on me dit, tu étais qui? J'ai dit, j'étais conseillère administrative. Est-ce que tu peux occuper? J'ai dit oui, je suis là disposée. Mais le rythme de travail a changé. Au lieu de commencer le travail à 9h comme d'habitude, nous on commençait le travail à 8h. Et c'était vraiment un technocrate, pas un tribaliste. Non, vous êtes là, venez travailler. Et tout de suite, il m'a découvert, il a compris que c'est une jeune femme qui se donne au travail et on m'a proposé les fonctions de la conseillère administrative. Ça m'a permis de faire des enquêtes terrain et j'ai ramené tout cela qui dilapidait l'argent de l'État, et on les émenait devant la justice, on les présentait devant la justice, et après une année, 2 ans, moi j'étais devenue directrice de cabinet. Donc c'est pour vous dire que lorsque la deuxième guerre est arrivée avec le RCD, moi je me suis désengagée, je suis rentrée dans mes organisations, et là on a continué, on a initié ensemble avec les amis à travers un projet, tous pour la paix et le développement. Nous avons commencé à travailler pour le retour des réfugiés rwandais. On a compris que ce sont des populations civiles. Il fallait pas laisser les populations dans la brousse parce qu'on trouvait des femmes qui souffraient. On a commencé à envoyer le message de paix. Et nous avons commencé ce petit programme. Par la suite, l'EACR est venu nous évaluer et a compris que nous faisions un rapatriement volontaire jusqu'à aujourd'hui. Ce projet est opérationnel. D'ailleurs, l'ensemble de notre équipe fait partie de la Commission nationale pour les réfugiés. Donc, et c'est en 2000 que j'apprends, comme tout le monde à la télé, que voilà, Faïda Mwangiloa est nommé chef de département femmes, familles et enfants au sein du gouvernement, entre guillemets, du RCD. Je vous assure, je suis allé moi-même ouvrir la télé, j'ai trouvé l'information. Qui a donné mon nom? Moi, je ne cherche parce que j'avais mon travail. J'étais déjà coordonnatrice du projet, appuyée par les ACR. J'avais les véhicules. Je vous assure, je dois dire entre guillemets que je suis aussi une chrétienne. Beaucoup de gens m'ont découragé, qui me disaient même d'aller travailler à Nairobi. Mais j'ai dit, nous sommes en 2000, en analysant la situation, personne ne fera la guerre, personne ne gagnera la guerre, on va aller dans les négociations. Et déjà, les femmes africaines, avec Madame Pérou, Madame Bita, sont venues dans la zone contrôlée par les RCD pour parler avec les femmes et dire, vous et les femmes de Kinshasa, de l'ouest du pays, les provinces qui sont encore sous contrôle du gouvernement, vous devez vous mettre ensemble pour élaborer votre cahier des charges et aller aux négociations. Qu'est-ce qui vous a marqué pendant tous ces temps-là, de 2003 à 2007? Vous gardez des souvenirs, oui, des bons souvenirs, oui, de femmes ministres. Effectivement. Qu'est-ce qui vous a marqué? Oui. Et quel est votre plus grand regret pendant tous ces temps-là? Qu'est-ce qui reste à faire maintenant au niveau de la femme? Parce que pendant ces temps-là, vous avez géré des dossiers des femmes. Oui. Vous savez, vous avez eu le temps de palper du doigt, oui, les réalités des femmes. Oui. Comment fonctionnent les mouvements associatifs? Oui. Est-ce qu'ils arrivent à atteindre les objectifs assignés? Oui. Tout. Voilà un peu ça. Ce qui m'a marqué, c'est le travail commun, le travail en unité. On a réussi, toute tendance réunie, à nous mettre ensemble et à défendre vraiment l'intérêt ou les questions spécifiques de la femme. On a réussi, grâce au plaidoyer avec toutes les femmes tendances confondues, à intégrer à travers nos plaidoyers et la présence des femmes dans le Parlement, même des hommes genrés, à intégrer le principe de parité dans la Constitution. Ça, c'était une réussite. Une autre réussite que je garde en mémoire, c'est de considérer que lorsqu'on est dans les institutions, on n'est pas dans les institutions pour les comptes de son organisation politique ou de sa composante politique, mais on est là, on porte le cachet national d'une personnalité publique qui doit se mettre
au service de la nation. Ça a été d'un grand apport. Je ne regardais pas télé de l'IDPS, télé de PPRD, télé du RCD. D'ailleurs, quand vous venez avec un message, pourquoi vous nous laissez de côté? Nous sommes les femmes du RCD. Moi, je dis non, je ne gère pas le ministère du RCD, je gère le ministère public. Donc, si vous faites cette distinction dans ton travail, pour n'importe quel acteur politique, quelle actrice politique et sociale, je vous dis, vous allez bien travailler parce que vous pouvez recevoir les conseils de tout le monde. Moi, je ne rejetais pas les gens qui venaient me faire des observations, même négatives. Je recevais tout le monde et le ministère était devenu vraiment un ministère où toutes les femmes pouvaient être là. En tout cas, il peut y avoir des exceptions, mais au moins en majorité. Mais aujourd'hui, là, au moment où on est en train de réaliser cette émission, donc pendant ces temps-ci, quels sont les mots qui rongent la femme, les mots qui persistent, malgré les efforts déployés, ça et là, pour que la femme puisse vivre ou travailler en toute quiétude, mais on sait qu'il y a toujours des problèmes particuliers qui rongent la femme. Vous luttez contre les violences basées sur le genre, vous êtes experte en genre. Quel message avez-vous à adresser par rapport aux mots qui rongent la femme? Je vous assure, je dois vous avouer, on n'a pas réussi à constituer un mouvement féminin fort. Les gens, pour l'ensemble, sont derrière leurs opinions politiques. Et ça nous fragilise. Ça fragilise la lutte. Si c'est elle qui organise, je ne peux pas être là. Bien qu'elle a tous les atouts, il y a une partie qui dira, c'est elle, je ne viendrai pas. C'est Adèle, non, je ne viendrai pas. Il y a même des gens que vous pouvez inviter à travers cette émission, où on ne demande rien à payer, où vous venez seulement partager les informations. Parce que c'est une télévision dont le responsable est entre guillemets politique, la personne se dit, d'ailleurs moi je n'aime pas ça. Alors que c'est une opportunité pour faire passer les messages. Donc cette faiblesse-là des critiques, vous voyez la fois passée, la première ministre, à travers une initiative d'une jeune femme, Sawa, qui a voulu reprendre, vraiment immortaliser les actes posés par les femmes tout au long des négociations politiques et même dans l'inscription de la parité dans notre constitution. On a donné des certificats de reconnaissance. Mais tu arrives à la maison le soir, tu trouves d'autres femmes qui critiquent ça. Ces femmes-là, toujours elles, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, on ne peut pas corrompre l'histoire. Si elles sont là, elles sont à vie, elles ont besoin de transmettre les compétences. On ne peut pas avoir une jeunesse sans aussi des aînés. Mais tout ça, voilà l'esprit de destruction qui affaiblit en tout cas la lutte que nous menons. Donc d'un côté on applaudit, de l'autre côté on critique. Toujours des critiques. Moi, je ne réagis pas aux critiques. Donc ce sont des contraintes. Donc il y a des moyens susceptibles à remédier à ces contraintes et permettre à la femme de se souder le main et d'avancer. Moi, je crois qu'il faut continuer. Parce qu'au niveau de la femme de l'Occident, ces réalités... Oui, il y a même en Afrique ici, j'ai eu la grâce de faire le tour de l'Afrique et du monde. Vous trouvez que les femmes ont certaines valeurs qu'elles défendent. Si vous touchez à ces valeurs, je vous assure, vous avez des problèmes avec toutes les femmes. Mais ici, chez nous, vous pouvez avoir une personnalité qui travaille bien, mais vous allez trouver toujours des critiques des femmes utilisées par des hommes pour détruire leurs collègues femmes. Donc, vous voyez que ça ne marche pas du tout. Je ne peux pas me mettre au moment où je fais de mon mieux pour défendre l'agenda de la femme, les peu de femmes qui nous représentent dans les institutions, nous devons les encourager. Et moi, je n'hésite pas quand je suis devant une femme politique ou une personnalité dans mon état actuel de consultante. J'arrive et je te dis, de ce côté, tu fais bien ton travail. Mais de ce côté, voilà là où il faut améliorer. Je l'ai dit, parce que je veux le bien de la communauté. Et en voulant le bien de la communauté, je ne peux pas sacrifier les intérêts de la communauté. Mais je ne peux pas me mettre à détruire une autre femme. Pas du tout. Ça, c'est une faiblesse, même au niveau politique. Qui profite aux hommes. Qui profite aux hommes, et même au pays. Il y a des gens qui sont contre tout. Même quand quelque chose est bien fait, pour autant qu'il n'ait pas de cette obédience, il n'appuiera jamais. Il va juste se taire et dire...
qu'est-ce que l'autre l'a fait. Non, ça n'encourage pas l'inclusion. Nous devons avoir un agenda commun. Quand on parle de la RDC, voilà ce que nous devons défendre. Voilà ce que nous devons détruire au sein de notre communauté. Il y a des choses sur lesquelles on doit se mettre d'accord. Le 16 décembre de chaque année, nous célébrons les 16 jours d'activisme de lutte contre les violences basées sur le genre. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, le genre a déjà gagné du terrain dans notre République démocratique du Congo? Oui, il y a des petits pas. Nous avons aujourd'hui dans la lutte contre les violences basées sur les genres, il n'y a pas que les organisations féminines, il y a aussi des organisations dirigées par les femmes qui ont pris comme priorité la défense des droits des femmes. Je peux parler de la LISADEL, la Ligue de la zone Afrique pour la défense des droits des femmes et des enfants. Là, son cahier de charges, c'est vraiment la protection des droits des femmes et des enfants. Là, c'est déjà des avancées. Et nous avons aussi des initiatives dans le cadre de la masculinité positive. Nous avons maintenant une direction en charge de la masculinité positive. Et là, il y a en même temps les hommes et des femmes. Au moins, tous les acteurs politiques, je me dis, il y a les uns qui nous flattent, d'autres qui sont dans le réel, dans la vérité. Mais au moins, on s'est dit, au moins dans l'ensemble, tous parlent de l'agenda de la femme. Bien que tous ne l'appliquent pas. Et nous le voyons, nous le constatons malheureusement dans les actes qu'ils posent. Comment on peut accepter qu'il y ait un gouvernement qui est constitué dans ce pays au niveau de la province et qu'on ne trouve aucune femme? En principe, les parlementaires devraient se mettre debout pour dire ce gouvernement ne répond pas à telle disposition de la Constitution. Ce n'est pas une affaire de femmes à plaider. Donc, il y a des pas effectués et ces pas, les avancées doivent être, en tout cas, considérés comme des acquis qu'il ne faut pas détruire. Les pesanteurs culturels constituent un frein pour beaucoup de femmes. Oui. Bien que vous êtes des exceptions, vous faites l'exception de cette règle, comment faire pour contourner les pesanteurs culturels et que la femme aille de l'avant, que les femmes, qu'il n'y ait même pas de discrimination entre femmes, oui, parce qu'on parle de la discrimination, mais il y a des femmes aussi qui ne s'acceptent pas. On brille dans des commérages et autres, mais quand il s'agit de construire notre pays, quand il s'agit de parler d'un sujet qui puisse permettre le développement de notre pays, les femmes se divisent. Effectivement, pour les pesanteurs, d'abord, commençons par là. Il y a des organisations comme au niveau de Kananga, main dans la main pour l'organisation, main dans la main pour le développement de la femme. Donc, et là, vous trouvez que l'organisation travaille beaucoup plus avec les chefs traditionnels. Je me rappelle en 2005, j'étais à mission de service avec d'autres membres du gouvernement dans le Kasaï central. On arrive à l'aéroport, les autorités étaient rangées, y compris les chefs traditionnels. Et tout d'un coup, j'ai constaté que tous les chefs traditionnels n'ont pas pris ma main. J'ai tendu ma main pour les saluer et puis je vois le chef du protocole qui me dit ici, les chefs traditionnels ne prennent pas la main des femmes. Je vous dis, j'étais choqué. Mais quelques années plus tard, en 2016, je me suis retrouvé dans la même province avec les chefs coutumiers à travers une formation. Et c'est moi qui devrais parler. J'ai rappelé ces cas. Je vis un chef traditionnel et effectivement, l'histoire, la réalité a voulu que il fasse partie de ces gens-là qui m'ont refusé la main. Il a dit, ce chef traditionnel, Madame Faïda, nous vous tendons la main. Il y a des erreurs aussi qu'on commettait. Nous vous tendons la main. La main n'a rien à voir avec notre pouvoir traditionnel. Et là, d'ailleurs, nous revenons de Bunkeya, la chefferie de Bunkeya. Nous sommes allés avec la LISADEL remettre le prix de gouvernance à son épouse, la reine Munongo Cécile. Et nous sommes arrivés, nous avons vu vraiment des actes qui nous ont encouragés, des universités construites, un internat pour les filles de l'université mis en place où les filles mangent gratuitement grâce à la redevance minière, et ça c'est selon le programme du chef traditionnel. Donc vous voyez que il y a possibilité, et c'est cela notre priorité au niveau des mouvements et organisations féminines, de continuer à travailler avec les chefs traditionnels
pour que les filles ne soient pas envoyées au mariage en étant encore mineures ou ne soient pas découragées à poursuivre leurs études universitaires. Oui, nous respectons nos valeurs culturelles. Moi, par exemple, quand je marie ma fille, je dois respecter les valeurs culturelles. Dans notre communauté, ce ne sont pas les femmes qui parlent, ce sont des hommes qui parlent, mais tu peux envoyer un message pour essayer de calmer la situation, pour qu'on n'exagère pas avec la dot, pour que... C'est ça notre travail. Vous faites un travail important, mais à un certain moment, il faut s'arrêter pour évaluer ce que vous êtes en train de faire. Exactement. Vous vous donnez la peine de... Vous faites cet exercice-là? Oui, au niveau de nos organisations, on fait cet exercice. On s'arrête et on entre en retraite. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Les 5 prochaines années, on doit s'atteler sur quoi? Et c'est comme ça que nous avons initié au sein du bureau de consultation en genre participation citoyenne et développement, un bureau technique au service des organisations de défense des droits des femmes, des organisations dirigées par des femmes comme par des hommes. Nous avons institutionnalisé l'organisation d'un forum par an. Et ces forums nationaux regroupent toutes les organisations, y compris celles des territoires. Et ensemble, nous faisons des évaluations. Nous voyons qu'est-ce qui marche. Nous examinons des politiques qui sont prises au niveau des institutions, comme la santé de la reproduction, la santé maternelle, la gratuité de la maternité, la gratuité de l'enseignement. Ça aide à évoluer avec les femmes. Mais qu'est-ce qui ne marche pas, qui peuvent constituer des sujets qui peuvent être considérés comme des sujets de plaidoyer. Nous organisons cela. Le premier forum a été organisé en province du Katanga, le deuxième forum dans le Congo central. Nous nous préparons pour organiser, nous pensions le faire à Goma, mais malheureusement, la guerre ne s'arrête pas. Nous espérons qu'elle va s'arrêter, mais dans l'entretemps, nous comptons l'organiser dans une autre province, autre que le Nord Kivu, en attendant la réunification du pays. Et cette année 2006, vos activités se sont focalisées sur quoi exactement? Bien que vous êtes déjà, il y a les projets tous pour le développement et autres. Cette année, on a déjà dépassé la moitié de l'année. Est-ce que vous êtes dans quoi exactement? Les résultats sont palpables parce que ce qui nous intéresse, nous aussi, ce sont des résultats. Oui. Parce que la RDC, nous le savons, c'est un pays réputé, oui, commencé mais pas terminé. Oui. Alors que c'est le finish qui est aussi important. Oui, oui. Nous avons, je vais parler de la synergie des femmes pour la paix parce que nous sommes intéressés par la question de la paix. On peut bien sûr apporter l'aide humanitaire, mais sans la paix, on ne saura pas résoudre beaucoup de défis que nous avons. Et voilà, nous nous sommes mis ensemble et nous avons tout un plan. Et voilà qu'au niveau de ce plan, nous formons les femmes, même au niveau communautaire, pour qu'elles soient des réelles actrices de paix. Donc, et ce programme est coordonné par le Fonds pour les femmes congolaises avec Awiline, qui est le network des femmes leaders d'Afrique, mais qui a un bureau de représentation ici à RDC. Donc, nous sommes ainsi, et là, nous travaillons aussi avec l'appui technique de l'ONU Femmes qui nous aide à mobiliser les ressources pour réaliser ce projet-là. Et là, parce que les gens, nous avons longtemps demandé la résolution des conflits de façon pacifique. Maintenant que les gens commencent aussi à parler du dialogue, nous sommes en train de voir comment nous mobiliser ensemble avec les autres femmes. Vous ne pensez pas aller dans des milieux universitaires? C'est là où il y a aussi des femmes. Nous sommes là. Quand tu me vois, je suis toujours accompagnée des jeunes femmes. Et c'est notre manière de transmettre votre savoir. De transmettre ces savoirs. Donc, nous sommes régulièrement avec les étudiantes des établissements. Quand il y a des conférences, on nous invite. Et vous et votre équipe, vous êtes le bienvenu. Nous sommes vraiment les bienvenus. Ce sont d'ailleurs les étudiantes qui font appel à nous. Et je suis toujours trop encouragée. Lorsque je suis en province, je rencontre des femmes que nous avons formées en 2010. Dans votre lutte que vous menez pour sauver l'image de la femme, les réseaux sociaux vous facilitent la tâche ou bien ça constitue un encombrement? Parce que on sait que les femmes sont plus ailleurs que
dans ce qui est beaucoup plus important. Effectivement, ça reste un problème, mais nous sommes dans la digitalisation parce que il y a des générations qui n'ont pas grandi avec la digitalisation, mais nous continuons à pousser les femmes à s'habituer parce que plus il y aura des éléments TikTok dans le sens négatif, plus ça va entamer notre lutte. Mais alors, il faut pousser, c'est des informations. Vous plongez aujourd'hui, ça constitue en tout cas le boulevard comme Internet et tout. Nous faisons de notre mieux pour y pousser aussi ou y jeter des éléments positifs dans le cadre de la promotion. Nous sommes presque à la fin. Si j'ai bonne mémoire, Madame Sophie Kanza fut la première femme ministre dans notre pays, la République démocratique du Congo. Et vous êtes dans le lot de femmes, des premières femmes ministres dans le gouvernement de transition. Exactement. Voilà un peu ça. Et pour ces gouvernements-ci, parce que c'est les gouvernements souminois, il y a quand même une femme première ministre pour la première fois. Voilà, un peu ça. Et on sait quand même il y a un nombre important aussi de femmes au sein de ces gouvernements. Exactement. Alors, comment vous appréciez les choses? Ça évolue comment? Quelle lecture faites-vous de la situation de la femme politique, de la femme dans la société, de la femme urbaine, rurale dans notre pays? En peu de mots. Exactement, c'est une question pertinente. Globalement, je peux dire que les choses avancent mieux globalement parce que quand nous regardons quelques faits, la maîtrise de la monnaie, on ne connaît pas beaucoup de perturbations les 6 derniers mois et nous voyons la présence des femmes comme là, tu l'as dit, il y a un accroissement de la présence des femmes, on est parti de 10 au moins à 30% et nous voyons sur le plan international la RDC est en train d'évoluer. À chaque fois qu'on parle de la présence des femmes, on les voit dans des ministères de souveraineté nationale comme les affaires étrangères, la justice, il y a peu de temps, d'autres ministères comme le ministère de l'Intérieur, voilà, il y a des avancées. Mais il y a aussi des ratés en termes d'amélioration des conditions de vie des femmes. Ça reste vraiment une question qu'il faut débattre. Et on ne peut pas hésiter d'en parler. Quand je descends en province, dans les territoires, moi j'arrive, même dans les territoires, dans certains territoires, c'est la misère totale. Voilà, la misère totale. Par inaccessibilité et tout. Merci beaucoup. C'était un plaisir énorme d'échanger avec vous, Madame Faïda Fabiola Mwangiloa. Nous avons épuisé presque les 30 minutes imparties à cette émission. Un message particulier adressé aux femmes, aux hommes genrés et à tout le monde. Voilà un peu ça. Merci beaucoup. Le message, c'est de dire ce qui constitue pour nous des acquis, nous devons les conserver. Mais ce qui constitue les défis, il faut y travailler et demeurer nous-mêmes des acteurs et actrices des changements. Vous ne pouvez pas dire je lutte contre la corruption, mais dans le portefeuille ou dans le ministère que tu occupes, tu es dans des manigances et tout. Non, il faut être l'acteur et l'actrice des changements qu'on veut obtenir au sein de sa société. Voilà le message que je lance et je dis encore une fois, merci, tu as toujours eu des questions pertinentes. Merci, nous vous remercions. Nous, la télévision Congo 26, la télé de l'unité nationale, nous vous remercions amplement, énormément d'avoir répondu à notre invitation ainsi qu'à toutes les questions prévues pour ce numéro de votre émission, vous téléspectateurs, les exceptionnels. La femme exceptionnelle de ce soir, c'est Madame Faïda Mwangiloa, ministre honoraire de la condition féminine et famille. C'était de 2003 à 2007 qu'elle a travaillé correctement. En tout cas, je me souviens, les résultats étaient quand même probants. Voilà un peu ça. Merci de nous avoir suivis avec attention et intérêt. Vous, fidèles téléspectateurs, nous vous remercions énormément, vraiment énormément. Et ne ratez pas le rendez-vous hebdomadaire de votre émission Les Exceptionnels. Bonsoir.